Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question immense, vraiment au cœur de notre époque. La croissance économique est-elle encore soutenable? Alors oui, la grande question, c'est est-ce que cette croissance, qui a tout défini jusqu'ici, ne serait pas en train de nous mener tout droit vers une impasse? Il faut bien comprendre que depuis des générations, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, un seul moteur qui fait avancer nos sociétés, c'est la croissance. Et ce mot d'ordre, c'est toujours plus. C'est vraiment ça qui a façonné tout notre système. C'est une sorte de cycle en fait. Pour être compétitives, les entreprises doivent faire des profits pour pouvoir investir. Et les États, de leur côté, comptent sur cette même croissance pour financer les écoles, les hôpitaux, bref, tout ce qui fait tourner le pays. Le problème, c'est que c'est une médaille à deux faces. D'un côté, oui, cette croissance a amené des progrès absolument incroyables. On vit mieux, on vit plus longtemps. Mais de l'autre, le coût pour la planète et pour nos sociétés est juste catastrophique. En gros, elle nous donne les moyens de mieux vivre tout en détruisant ce qui nous permet de vivre tout court. Et ce qui est fou quand on y pense, c'est à quel point tout ça est récent. Si on regarde la grande histoire de l'humanité, cette explosion de la croissance, c'est un battement de cils, une petite anomalie qui a vraiment décollé de manière exponentielle juste après la Seconde Guerre mondiale. Alors, face à ce constat, une idée s'est imposée, celle qui semble la plus simple, la plus populaire, la croissance verte. En gros, la question c'est, est-ce qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre? Continuer à croître mais sans détruire la planète? Sur le papier, l'idée est séduisante. C'est la promesse qu'on peut se sortir de ce pétrin grâce à l'innovation. Le mot magique ici, c'est découplage. L'objectif, c'est de réussir à faire en sorte que la courbe de la croissance économique continue de monter, pendant que celle de la pollution et de l'utilisation des ressources, elle, se met à descendre. Le hic, c'est le retour à la réalité. Oui, certains pays ont bien réussi à découpler un peu leurs émissions de CO2 de leur croissance. Le problème, c'est que le rythme est désespérément lent. À la vitesse actuelle, il faudrait plus de 220 ans pour atteindre la neutralité climatique. Et soyons clairs, ce temps, on ne l'a pas. Bon, là on pourrait se dire, ok, mais on n'a qu'à accélérer, inventer de meilleures technologies plus vite. C'est une question tout à fait logique. Sauf que ça nous confronte à un paradoxe, un problème un peu contre-intuitif qui a été observé il y a déjà plus de 150 ans. Ce paradoxe, ça s'appelle l'effet rebond. Quand une technologie devient plus efficace, son utilisation coûte moins cher, et donc qu'est-ce qu'on fait? On l'utilise beaucoup plus. Au final, la consommation totale de ressources augmente au lieu de baisser. C'est l'économiste William Stanley Jevons qui a constaté ça dès 1865. Ces machines à vapeur plus efficaces en Angleterre n'ont pas réduit la consommation de charbon, elles l'ont fait exploser. C'est exactement pareil aujourd'hui avec nos ampoules basse consommation ou nos voitures moins gourmandes. Alors si la croissance verte est trop lente, entre autres à cause de cet effet rebond, que reste-t-il? Eh bien, il y a une autre voie, beaucoup plus radicale, la décroissance. Et là, attention, il faut tout de suite clarifier un point essentiel. La décroissance, ce n'est pas une récession. Une récession, c'est subi, c'est le chaos, c'est injuste. La décroissance, c'est l'inverse. Une réduction qui est planifiée, choisie démocratiquement et qui cible précisément les secteurs les plus polluants pour remettre l'économie en harmonie avec la planète tout en améliorant le bien-être et la justice sociale. Ce n'est pas, comme on l'entend parfois, un retour à l'âge de pierre. Loin de là. L'idée, c'est de regarder notre économie qui est devenue un peu obèse et de se demander de quoi a-t-on vraiment besoin. On cible ce qui est le plus inutile et le plus destructeur pour se recentrer sur l'essentiel. Il y a un modèle qui illustre ça parfaitement, c'est l'économie du donut. Imaginez un donut. Le trou au milieu, c'est là où les besoins essentiels des gens ne sont pas satisfaits. L'extérieur du donut, c'est quand on dépasse les limites de la planète. L'objectif, c'est de vivre dans la pâte du donut, un espace où tout le monde a ce qu'il lui faut sans détruire notre environnement. Et le constat aujourd'hui, c'est qu'aucun pays au monde n'arrive à se situer dans cette zone idéale. D'accord, mais concrètement, ça ressemblerait à quoi une société post-croissance? Dans la vie de tous les jours, ça changerait quoi? Eh bien, les propositions sont assez concrètes. Et oui, elles bousculent pas mal de nos habitudes. Par exemple, on pourrait interdire ou limiter les produits les plus polluants, comme les SUV ou les vols intérieurs. On pourrait aussi réduire drastiquement la publicité, plafonner les très hauts revenus ou obliger les fabricants à faire des produits qui durent plus longtemps. Clairement, ça veut dire que l'État interviendrait beaucoup plus. Ce ne serait plus le marché qui décide de tout, mais la collectivité de manière démocratique. Et puis, il y a un autre pilier central de cette vision, la réduction du temps de travail. Ce n'est pas une idée nouvelle. Dès 1930, l'économiste Keynes imaginait qu'en 2030, on travaillerait 15 heures par semaine. L'idée est simple, la technologie nous rend plus productifs, donc au lieu de produire toujours plus de choses, on pourrait juste travailler moins et partager le travail qui reste à faire de manière plus juste. Et qui dit plus juste, dit aussi redistribution des richesses. Parce qu'aujourd'hui, la consommation des plus riches est le moteur principal de la crise. Pour donner une idée, les émissions des millionnaires du monde, surtout liées au transport, pourraient consommer à elles seules près des 3/4 du budget carbone qu'il nous reste pour ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement. C'est juste énorme.
Bon, alors où en est-on? Pour l'instant, aucun pays n'a officiellement adopté la décroissance comme modèle. Mais ces idées commencent à faire leur chemin, à infuser un peu partout dans le débat public. On voit des choses bouger. En Nouvelle-Zélande, le budget national est maintenant basé sur des indicateurs de bien-être. La ville d'Amsterdam a adopté le fameux modèle du donut. En Équateur, les citoyens ont voté non à un projet de forage pétrolier. Ce sont des signaux, des graines de changement qui montrent que d'autres voies sont possibles. Et au final, ce qui est vraiment intéressant, c'est que même les chercheurs qui sont contre l'idée de décroissance sont d'accord sur une chose. Le système actuel n'est pas tenable. Le statu quo, c'est fini. Le vrai débat aujourd'hui, ce n'est plus faut-il changer, mais plutôt comment est-ce qu'on change. Parce qu'au fond, cette question de la croissance ou de la décroissance, c'est bien plus qu'un débat économique. C'est un débat de société, un débat sur nos valeurs. Quel avenir voulons-nous? Et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour l'atteindre? Les idées de la décroissance, qu'on soit d'accord ou pas, ont au moins cet immense mérite. Elles nous forcent à nous poser ces questions fondamentales.